Oui, bonjour, bon matin, bonjour, Émilie. Oui, c'est ça, je t'ai prise de court. Bonjour à toutes les personnes fabuleuses qui se sont levées ce dimanche matin pour être parmi nous Oui. pour cet entretien qui s'annonce déjà galvanisant avec Émilie Monet. Je me dois de vous dire des petites choses d'usage avant de débuter. Alors voilà. Bienvenue d'abord à la Maison de la littérature pour cet entretien de 45 minutes avec Émilie Monet, comme je le disais. C'est une activité qui est présentée en codiffusion avec Kwayatung, qui est la Maison de la littérature dans le cadre du 12e Salon du Livre des Premières Nations, une présentation de TELUS réalisée par Kwayatung. L'édition 2023 est rendue possible grâce à l'appui financier des partenaires suivants. Et je prends ma respiration. Le CN, Inergex Énergie renouvelable, Hydro-Québec, la Caisse des jardins de Wendake, OCATELA, le Conseil des arts du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la SODEC, la Ville de Québec et le CDFM Huron-Wendat. Voilà, c'était une belle traversée de gens qui ont de l'argent et qui, des fois, le partagent. Merci beaucoup pour ce partage. Émilie, Oui. as-tu envie que je lise ta bio ou as-tu pas envie? Ben, comme tu veux. Est-ce Là, qu'il y a ça des gens m'a- qui ne connaissent pas Émilie dans l'assistance qui se disent c'est la première fois que j'ai un contact? Ah, ben là, alors ça vaut la peine de lire la bio. Donc, d'origine Anishinaabe française, Émilie Monet est comédienne, performeuse et écrivaine. Bon, il y a un point à la fin de cette phrase, mais je pense qu'on pourrait rajouter plusieurs cordes à ton arc. Elle est directrice artistique de la compagnie Onishka. Au croisement du théâtre, de la performance et des arts médiatiques, sa pratique explore l'identité, la mémoire, l'histoire et la transformation. Le texte de sa pièce Okinum, publié en 2020 aux Herbes Rouges, lui a valu le prix Voix autochtone 2021, en plus d'être finaliste la même année au prix littéraire du gouverneur général, au prix du Livre de Montréal et au prix Michel Tremblay. Le texte de sa pièce Marguerite Le Feu est paru en 2023 chez Les Herbes Rouges et c'est peut-être là que j'ai envie de commencer. OK. Disons-nous qu'on commence là parce que hier, on s'est dit qu'on allait se parler d'amour et d'arbres. Oh, C'est ce qu'on s'est oui. dit ce Oui, matin. oui. Mais avant d'aller dans l'amour et les arbres, il y a l'amour, il y a l'amour de la filiation. Et ça, c'est quand même quelque chose qui traverse l'ensemble de ton travail, c'est-à-dire la présence des femmes dans le travail, qu'elles soient de ta lignée, de tes lignées ou encore des femmes du milieu autochtone comme Marguerite ici. Est-ce que d'abord, tu peux nous présenter un peu brièvement qui était Marguerite et pourquoi s'y intéresser? Ouais. Alors, Marguerite Duplessis. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent Marguerite Duplessis? Un petit peu, un petit peu. Oui, ben, c'est ça, je pense. Ben, moi non plus, je ne savais pas qui était Marguerite Duplessis avant de faire sa connaissance. Et j'ai fait sa connaissance, je faisais un tour guidé avec une compagnie qui s'appelle L'Autre Montréal et qui fait des tours guidés là, de Montréal. Donc, il y a Montréal Graffiti, puis là, il y avait Montréal Autochtone. Puis il y a une amie, elle m'a dit, ah, veux-tu qu'on aille voir? Bon, c'est pas des Autochtones qui donnent le tour, mais on l'a fait quand même. Et à un moment donné, donc on était dans un autobus scolaire et on s'est arrêté sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-Montréal. Et là, la guide, elle nous a dit, bon, là était la maison de Marguerite Duplessis. Et Marguerite Duplessis était cette femme autochtone mise en esclavage qui a intenté des démarches judiciaires pour faire reconnaître sa liberté en 1740. Et Marguerite Duplessis était la première personne autochtone en Amérique du Nord à avoir intenté des démarches judiciaires puis avoir challengé le système judiciaire colonial, en fait. Donc, moi, quand j'ai appris l'existence de Marguerite, déjà, c'était tout un pan de l'histoire de l'esclavage au Canada, au Québec, que je ne connaissais pratiquement pas et encore moins de savoir que c'était surtout des femmes et des enfants autochtones qui étaient mis en esclavage pendant... Ça a duré 2 siècles, l'esclavage au Québec ou au Canada. Et 80% au début des esclaves, des personnes mises en esclavage, étaient des Autochtones. Donc, ça m'a vraiment rentré dedans, puis elle a commencé comme à m'obséder, en fait, cette femme. J'ai commencé à faire des recherches, et là, j'ai découvert plein de choses sur elle, en fait, parce que son procès, est quand même, c'était un procès qui a duré plus d'1 mois. C'est quand même un pan de notre histoire qui est important. Et ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, puis comment ça se fait que c'est ça, c'est pas une héroïne dont on apprend l'existence.
Donc, et puis, à un moment donné, j'avais été invitée par ACC. Donc, bon, maintenant, ça a changé de nom. C'est le Conseil des commissaires autochtones du Canada. Et ils faisaient une expo à Montréal, dans une galerie, et le thème, c'était l'archive. Donc, ils m'ont demandé, ben, on aimerait que tu fasses une performance. Et tout ça, je me suis dit, ben, j'ai envie de faire quelque chose sur elle, justement. Et c'était à l'époque où encore on avait Stephen Harper, qui était le premier ministre du Canada, et le corps de Tina Fontaine venait d'être retrouvé dans la rivière à Winnipeg. Et ça faisait des années à l'époque, je travaillais à Ganawagé, à l'Association des femmes autochtones du Québec. Et ça faisait tellement d'années qu'il y avait du lobbying de plein de mouvements de femmes autochtones, puis des familles, des victimes qui essayaient de mettre en place une enquête et que le gouvernement refusait. Et suite à cela aussi, le gouvernement, Stephen Harper a dit que c'était un problème isolé, criminel, et non un problème systémique. Donc, ça a comme ravivé beaucoup de luttes, mais pour moi, ça m'a fait me demander aussi, est-ce que ça va être une autre façon d'inscrire à l'histoire de demain que l'épidémie des femmes autochtones et des jeunes filles qui disparaissent et qui sont assassinées n'est pas un problème, en fait. Ce ne sera pas dans l'histoire de demain, de la même façon que l'histoire de Marguerite n'est pas enseignée aujourd'hui. Donc, je voyais vraiment des ramifications entre le aujourd'hui et le passé, parce que Marguerite, bon, elle a eu son procès, elle a perdu son procès, et c'est la dernière trace qu'on a d'elle. Donc, elle devait être déportée en Martinique. Et ça, c'est un autre pan de l'histoire qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y avait un commerce des Français qui achetaient ou capturaient des Autochtones et qui les revendaient. C'était 2 fois leur prix, je pense, dans les Caraïbes à ce moment-là. Et donc, ça allait être son lot. Et c'est pour ça qu'elle a intenté des démarches judiciaires en disant « Je suis une femme libre, je suis née ici, je suis née d'une femme autochtone libre. Je n'ai pas à être déportée de mon territoire. » Donc, voilà. Donc, je voyais plein de parallèles entre son histoire et l'histoire de plein de femmes aujourd'hui. Et une des choses que je trouve que tu fais remarquablement bien, peu importe le type de performance que tu fais ou de texte que tu écris, c'est cette manière d'amener justement soit des faits sociétaux ou des revendications ou même la politique de base, mais de la présenter d'une manière qui est extrêmement personnelle. Et par personnel, je veux dire qu'il y a quand même toujours, il y a ton cœur qui bat en avant de chacune de tes pièces. C'est vrai dans Okinum, c'est aussi vrai dans Marguerite Le Feu, même si le focus est ailleurs. Et ce que j'avais envie aussi que tu partages avec nous ce matin, c'est peut-être justement ce cœur qui bat et qui est très présent et qui veut faire communauté. Comment est-ce qu'il s'incarne sur scène, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir si tu en as envie ou pas, entre cette distinction-là, entre écrire un texte, sachant qu'il va être joué, et après retravailler le texte pour qu'il soit publié. Donc, il y a plein d'étapes de réflexion puis d'incarnation du texte, finalement. Dans Marguerite Le Feu, tu as vraiment essayé des choses quand même assez audacieuses, j'ai envie de dire, dans la mise en scène, dans le déploiement de ces Marguerites-là. Le cœur, on dit Odé. Puis je pense que mon premier contact peut-être avec la scène est passé par le Tewagen, Odéwagen, le tambour, avec un groupe de femmes on s'appelait Odayon, on travaillait toutes à Femmes autochtones du Québec à l'époque. Donc, oui, je pense que ça a toujours été comme un peu ma base ou mon feu créatif, mes sœurs, en fait. Autant ma sœur biologique, mes sœurs choisies, en fait. Puis, oui, je pense que ça revient à ta question sur les femmes et tout ça. Je pense que c'est là, l'écriture est venue un peu par hasard. Hein. J'ai commencé par faire de la performance surtout, puis de l'art sonore aussi. Et puis on m'avait invité à commencer à écrire. Et
à l'époque, j'avais un rêve. En fait, j'écris beaucoup mes rêves. J'ai toujours eu des journaux, j'écris dans des journaux. Et j'avais ce rêve récurrent d'un castor géant qui venait me rendre en visite et qui me donnait un petit sac de médecine dans ma main et qui me prononçait des paroles. Et donc, les paroles du castor, c'était « Ceci est ma médecine, c'est la tienne maintenant, fais-en bon usage, c'est la tienne. » Et boum, je me réveillais. Donc, tu sais, on a tous des rêves qui nous marquent. Hein. Il y en a certains qui nous marquent plus que d'autres. Ça, c'en était un, définitivement. Tu sais, le matin, je me suis demandé, déjà, je ne savais même pas c'était quoi cet animal, parce que je pense, oui, c'était un castor, mais c'était un castor qui avait la taille d'un ours. Donc, déjà, ça, j'étais très intriguée, surprise. Dans mon rêve, j'avais même peur aussi. Et le lendemain, c'est ça, on est allé faire de la rando avec des amis, puis on est tombé sur un énorme barrage de castors avec des castors. Donc ce rêve, tu sais, je savais que c'était un rêve important, puis je pense que ce genre de rêve-là, c'est des rêves qui viennent ça vient du cœur aussi, où ça nous parle directement au cœur. Et j'ai fait 3 fois ce rêve-là, exactement ce même rêve-là. Donc, j'ai eu envie d'écrire là-dessus, peut-être pour déchiffrer ce que les paroles du castor avaient à me dire. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à tisser l'histoire de ma famille, du côté de ma mère, depuis mon arrière-grand-mère qui s'appelait Mani Pizandawatch. Et dans l'histoire de ma famille, on dit toujours que c'est une guérisseuse. Donc, Pipi Zandawatch, ça veut dire celui ou celle qui entend. Donc, voilà, donc de regarder aussi, je trouvais que c'était intéressant de regarder comment son don s'est transmis ou s'est perdu au fil des générations. Donc, entre elle et moi, ça fait 5 générations en nous comptant toutes les deux. Et à son époque, c'est l'époque où elle était à la fin elle était une jeune femme dans la fin du 19e siècle. Donc, c'est l'époque où la loi sur les Indiens a été créée. Donc, je voyais qu'à chaque génération, il y avait quelque chose qui était retiré d'un mode de vie nomade. On devenait sédentaire. Nos cérémonies interdites, les pensionnats à l'époque de mes grands-parents, puis ma mère qui a perdu son statut pour épouser un Français. Donc, je voyais, c'était comme si à chaque génération, il y avait quelque chose qu'on nous enlevait. Donc, j'ai eu envie de tisser cette histoire-là à travers le castor, parce que je voyais des parallèles, en fait, avec l'histoire de la traite des fourrures, puis comment les castors ont été, eux aussi, exterminés à des fins lucratives aussi. Et puis, tous les parallèles aussi, tu sais, donc on appelle une femme castor, ça c'est un terme que j'ai découvert, que c'est une femme prostituée, ou, oui, au 19e siècle. Ici, en France, c'était un terme qu'on utilisait pour désigner une travailleuse du sexe. Et beaver en anglais, qui est le terme qu'on utilise pour le sexe féminin. Donc, tu sais, il y avait comme plein de rapports que je voyais entre la peau des castors et le corps des femmes. Et puis, donc, je me suis mise à écrire là-dessus. Puis, entre-temps aussi, j'ai eu un cancer dans la gorge. On m'a diagnostiqué un cancer. Et donc là, je voyais qu'il y avait comme plein de parallèles entre toutes ces femmes dont on essaie d'effacer les voix et puis que moi, finalement, ça se manifeste par un cancer dans la gorge qui est la voix. Donc, j'ai eu envie, c'est là que c'est devenu encore plus autobiographique et j'ai eu envie de tisser ça aussi parce que j'avais fait le choix aussi de ne pas faire les traitements occidentaux. Et ça a généré, j'ai dû changer 3 fois d'endocrinologue. Donc, encore une fois, je me sentais, c'est comme si on m'impose une façon de me guérir ou de faire face à cette situation. Mais on essayait de me retirer mon pouvoir d'intuition, mon pouvoir de décision, en fait, de comment j'avais envie de gérer tout ça. Donc voilà, là, j'ai fait une grosse parenthèse, le cœur. Mais je pense que le cœur, c'est ça, c'est aussi d'avoir le courage de suivre ses intuitions, puis de sa vérité, en fait. Ouais.
Pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que tu avais des réponses très généreuses, puis tu peux faire toutes les parenthèses que tu veux. C'est toi que les gens sont venus entendre, donc largement, c'est toi qu'on veut entendre. Là, il y a plein de portes qui se sont ouvertes. Je vais en prendre une un peu plus rationnelle, mais après ça, j'aimerais beaucoup qu'on revienne aux rêves parce que c'est pas la première fois que j'ai la chance d'animer une rencontre avec toi, mais je me souviens que la première fois, tu avais évoqué aussi cette idée du rêve et j'étais restée avec beaucoup de questions allochtones de base, très plates. Donc, je sais que, en fait, allons-y tout de suite. Quand tu dis que tu as ces rêves-là, parce qu'après, bon, j'ai la chance aussi d'avoir une amitié avec Virginia Pessimapeo qui est ici devant nous aussi et qui analyse visiblement mes rêves et qui me permet d'avancer et qui me guide. Et c'est vraiment ça, c'est comme s'il y a Virginia qui est le guide, mais qui est la guide, mais il y a aussi le rêve qui est le guide. Et donc, ensemble, on essaie de faire du sens de tout ça. Et j'avais vraiment envie, là, c'est une question, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais mettre en mots. Donc, si ce n'est pas le cas, non, mais quand tu dis que les rêves viennent à toi et qu'il y a des enseignements et qu'il y a des guides, est-ce que tu peux essayer comme de nous asseoir un peu là-dedans? Parce que je sais, en tout cas, je crois qu'il y a des gens ici qui sont comme, oui, moi aussi, je fais des rêves, puis après ça, je vais dans un dictionnaire des rêves et ça dit, vous aurez une bonne fortune ou un grand danger, mais c'est pas du tout de ça dont tu parles. Non, mais moi aussi, j'ai des gens à qui je demande, ça veut dire quoi? J'ai rêvé à ça. Ça veut dire quoi? Ben, je trouve que c'est comme une autre porte d'accès à ce qui se passe à l'intérieur, puis une connexion avec le monde invisible. Moi, je suis toujours très excitée de m'endormir parce que j'ai la chance de faire des rêves. Mais tu sais, il y a des périodes où on rêve mieux que d'autres. Je remarque que, tu sais, si je bois de l'alcool ou je fume du pot, j'ai pas les mêmes rêves non plus. Donc, tu sais, je pense qu'il y a comme un, tu sais, il y a des contextes à alimenter pour pouvoir rêver de façon plus claire ou plus profonde aussi. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment des cadeaux. Et puis j'aime, tu sais, j'ai cette pratique de les écrire aussi. Il y a comme un endroit entre le réveil puis le sommeil qui est le moment opportun pour les attraper, je dirais. Donc c'est avant d'être réveillé où on a encore accès à tout le rêve, mon truc à moi pour m'en souvenir, c'est de me le dire dans ma tête exactement, tu sais, tout le plus en détail que je peux. Puis après, quand je me réveille, tu sais, je le retiens. Parce que sinon, je remarque que si je fais pas ça, souvent, il y a plein de choses qui m'échappent. C'est comme j'ai le sentiment, j'ai rêvé à quelque chose, j'ai rêvé, mais je me souviens plus, ça m'échappe. Ou ça va me revenir des fois des morceaux plus tard, mais donc, oui, ben, je trouve, pour moi, en tout cas, en tant qu'artiste, c'est vraiment un terreau très, très fertile, puis ça m'aide à grandir aussi humainement, je te dirais, tout simplement, là. Dernière question peut-être sur ce texte Okinum qui me percute chaque fois que j'ai à le relire. Donc, je suis très contente. Merci de me faire animer des rencontres avec Émilie. Comme ça, je peux relire le livre plusieurs fois par année. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de presque impudique, mais pas impudique négativement, mais j'étais très intéressée d'un point de vue littéraire par les didascalies. Parce que tu dis, bon, on m'a amené à l'écriture, c'était peut-être pas très naturel, mais justement, tu dis que tu arrives de l'art performance, puis je regardais les didascalies, puis je me disais, c'est tellement des indications précises, émotives, au sens où souvent, dans une didascalie au théâtre, on va avoir quelque chose de très informatif, comme la porte ouvre, il entre, regarde à gauche, machin. Mais là, on est vraiment dans des états d'âme. Et j'ai trouvé ça super intéressant, en fait, que tu les gardes à l'écrit dans la publication et qu'elles soient aussi montrées. Est-ce que c'est un choix conscient ou c'était simplement dans le texte? Non, ben, tu sais, je pense que en fait, j'ai enregistré beaucoup mes leçons d'Anishinaabe-Mowen. Ma professeure s'appelait Véronique Toski. Elle est décédée en mars dernier. Ouais. Donc, c'était vraiment une personne très, très chère à mon cœur, là. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Tu sais,
on a fait plein de voyages aussi ensemble. Donc, puis la grande particularité de Véronique aussi, c'est qu'elle pouvait elle t'expliquait toujours la racine des mots. C'était vraiment une linguiste naturelle aussi. Donc, on apprenait beaucoup. J'ai beaucoup appris sur ben, la structure de la langue, puis qu'est-ce que, de décortiquer les mots, là. Donc, je savais que j'avais envie de parler de mon apprentissage de l'Anishinaabe-Mowin, puis de ce cheminement pour me réapproprier cette langue qui ne m'a pas été transmise. Ma mère ne parle pas l'Anishinaabe-Mowin, c'est la langue maternelle de mon grand-père, mais ça n'a pas été transmis. Donc, j'avais envie de témoigner de ça, puis j'avais envie que le public puisse être bercé par les sonorités de la langue, puis qu'on réalise à quel point, en fait, la langue est née du territoire, puis que le langage des animaux, c'est par les langues autochtones qu'on arrive le plus à communiquer, justement, avec et les animaux et aussi les rêves, selon moi. Donc, j'avais envie de pouvoir transposer ça, mais ces choses-là, ça ne se dit pas par mots. Je pense qu'il faut le vivre ou le ressentir ou l'entendre, ouais. Est-ce que, émotivement, serais-tu disposée à peut-être lire le premier rêve du castor? Je pourrais le lire, mais je ne suis pas certaine que je saurais le prononcer. Je ne sais pas. Est-ce que tu as envie ou est-ce qu'on passe à d'autres choses? Ben, je pense que je l'ai raconté, là, le rêve. Oui, parfait. Ben, vous Oui. irez lire, puis vous imaginerez les Oui. sonorités. Ou sinon, vous attraperez la pièce peut-être un jour, une prochaine fois sur scène. Oui, merci. J'avais envie aussi de t'entendre justement sur ces leçons d'Anishinaabe et comment ça peut informer ou nourrir aussi ta pratique artistique ou tes pratiques artistiques. Tu l'as évoqué, mais qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité de réapprendre une langue qui ne nous a pas été transmise, mais qui existe en nous forcément? Ah, ben, c'est tellement puissant, c'est tellement important, c'est le fondement même de nos identités autochtones, là, la langue. Donc, puis je trouve que c'est par l'art et par les cérémonies aussi que j'apprends le plus la langue, en fait. Donc, c'est pour ça que ça fait aussi beaucoup partie de ma pratique artistique, parce que ça me permet de continuer à cheminer aussi dans mon apprentissage de la langue, là. Mm-hmm. Hier, sur cette même scène, certains d'entre vous peut-être auront eu la chance d'entendre la discussion autour de Survival and Dignity, qui était un des panels animés par Rachel McCrum, lors duquel, bien sûr, on a parlé il a été question des traumas et aussi des réalités très dures et frontales qu'on met de l'avant dans plusieurs productions artistiques des Premières Nations. Et puis, tu as dit cette chose très belle qui m'a fait tellement chaud au cœur, qui était, mais maintenant, est-ce qu'on peut parler d'amour? Est-ce qu'on peut parler de ce que les arbres ont à nous enseigner? Est-ce qu'on peut aussi parler de toute cette beauté? Et j'avais la chance de m'entretenir avec Maya Cousino-Molène ici vendredi dernier, puis elle disait la même chose. Elle était comme, mais moi, je veux que toutes mes femmes jouissent et je veux qu'elles soient dans cette orgie des sens-là, parce qu'on a aussi le droit, en tant que femme autochtone, à tout le plaisir et à tous les plaisirs. Et donc, j'ai pas de questions précises, mais tu as dit que tu travaillais sur les arbres, Oui, l'amour. Est-ce que tu as envie qu'on ouvre ça un peu ensemble? Oui, bien sûr, oui. Ben, tu sais, je pense qu'il faut toujours, il y a encore beaucoup de choses à ramener à la surface et tout ça. Donc, c'est important de faire ce travail. Comme Angela disait hier, on est encore à l'étape de la vérité, non de la réconciliation. Donc, il ne faut pas, tu sais, ce travail-là est très, très fondamental et important aussi. Mais, tu sais, peut-être d'avoir fait ce projet Marguerite qui s'est décliné en 3 formats. Donc, il y avait la version scénique, il y avait une balado, il y avait un parcours sonore aussi. Ben, c'est ça. C'est sûr que c'est des thèmes qui sont importants, mais qui sont difficiles aussi. Donc, après ça, j'ai eu envie de parler d'amour. Vraiment. Donc, c'est ça. Donc là, c'est un nouveau cycle. Et j'avais fait un premier spectacle en janvier dernier qui s'appelait Nichimos, et pour lequel j'avais invité la magnifique Virginia sur l'amour et
l'érotisme, le plaisir, la sensualité. Puis j'avais envie de réunir des femmes que j'admire, qui me font du bien, leur art, et de les réunir pour qu'on passe un bon moment, puis qu'on aborde ces questions-là. Donc, ça a fait tellement du bien. Puis, je dirais que ça aussi, c'est politique aussi, de pouvoir avoir ces espaces où on peut se renforcer, exprimer notre amour et notre solidarité les unes envers les autres. C'est très important aussi. Et là, je prépare un nouveau spectacle au printemps, qui est plus une installation performance avec ma meilleure amie, qui est une artiste et une leader de sa communauté en Amazonie, en Colombie. Elle est du peuple Inga. C'est vraiment sur la question de l'amitié, en fait, l'amour, amitié, puis en termes de solidarité aussi, parce que dans son territoire, c'est que des compagnies minières et pétrolières canadiennes qui viennent complètement saccager le territoire. Et puis, il y a une montée aussi des meurtres des leaders autochtones. Donc, ces deux frères ont été brutalement assassinés pour défendre leur territoire. Donc, ça me fait me poser des questions sur, voilà, c'est toutes des compagnies qui viennent d'ici. Comment être solidaire dans ce contexte-là. Puis, en fait, finalement, ça revient à être une amie, une vraie amie. Et qu'est-ce que l'amitié en termes de solidarité? Donc, on crée un spectacle là-dessus, sur l'amitié et l'amour. Bon, ça parle de ces thèmes-là aussi quand même, mais ça met l'accent beaucoup sur notre amitié aussi. Et puis, mon nouveau projet d'écriture, ouais, c'est sur les arbres et l'amour. Et j'en ai lu des extraits là, au spectacle qu'on a fait avec Soleil et André vendredi soir. Verser les eaux, oui. Tu as dit cette phrase-là, je ne sais pas si tu as été très généreuse déjà dans ta réponse, mais je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Mais hier, tu as dit « Les arbres peuvent nous apprendre à mieux aimer ». Oui, je crois ça. Oui. Oui, juste ça, je pense que c'est en soi, le texte est écrit là, en disant que ça. Platement, de quelle manière est-ce que les arbres t'enseignent à toi? Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, être plus... tu sais, les arbres, il y a tellement de choses à dire sur les arbres. On a du temps. On a du temps. Ben, c'est ça, les arbres sont là depuis bien plus longtemps que nous. Et il y a un autre rythme qui s'installe quand on est auprès d'un arbre, je crois. Donc, il y a une vraie communication qui a lieu, mais il faut prendre le temps d'être et d'être présent dans le moment présent avec les arbres. Donc, je pense que, puis il y a toute cette ramification sous la terre, de comment ils prennent soin les uns des autres, et pas seulement des mêmes espèces, mais interespèces. Donc, j'avais envie aussi d'élargir aussi le thème de l'amour plus loin que l'amour humain, mais autre que humain. Donc, je trouve que les arbres, c'est ça. En fait, j'écris beaucoup sur les conifères, en fait, puis ça me fascine de voir comment les conifères, un arbre à la fois des cocottes femelles et des cocottes mâles, et comment tout ce cycle d'amour, comment les arbres font l'amour, en fait. C'est là-dessus que j'écris en ce moment. Mais bon, est-ce qu'on peut dire que les arbres font l'amour? Je ne sais pas, mais comment ils se reproduisent. Mais pour moi, je vois que c'est comme un acte d'amour, puis de voir comment les éléments interagissent les uns avec les autres, et comment ça, c'est de l'amour. Tu vois, là, juste récemment, j'écrivais sur le canot, parce que je vais faire un canot d'écorce traditionnelle avec mon chum au printemps-été. Puis on parlait de vraiment, en fait, comment tous les éléments, que ce soit les racines, la gomme, pour coller, tu sais, tout ça, c'est comme si tous les éléments collaboraient ensemble et faisaient l'amour pour créer cet objet qui nous permet ensuite de nous déplacer, d'approcher les animaux sans leur faire peur. Je trouve que c'est, voilà, donc c'est de voir en fait l'amour dans toute la création, puis comment ça s'articule. C'est ce qui m'inspire en ce moment, oui.
Ça doit effectivement être un peu plus relaxant que de faire les recherches sur Marguerite. C'est un autre cycle. Oui, c'est un autre C'est un autre cycle. cycle. Il y a une question, parce que je suis nerd un peu, là, que j'avais envie de te poser depuis un moment, qui est peut-être une évidence pour toi, mais les herbes rouges, c'est peut-être pas le premier réflexe comme maison d'édition pour publier du théâtre, parce que souvent on va penser aux herbes rouges en termes de poésie. Et j'avais envie de savoir comment tu les avais choisis, parce que je suis certaine que tu as choisi, bien sûr, la maison où tu allais confier tes textes. Ben en fait, non, c'est Sylvain Lavoie. Il est plus avec les Herbes Rouges, mais c'est lui, il est venu voir Okinum, puis il m'a demandé si j'étais intéressée de publier avec eux. Et ça a été un processus vraiment super, super, en fait, de travailler avec lui, puis de transposer, ben, c'est ça, la pièce à l'écrit. Donc, c'est lui qui a eu l'idée, ben, tu sais, il a regardé la captation vidéo, puis il dit, là, il faudrait des didascalies. Donc c'était super, puis de retranscrire toutes les entrevues audio que j'avais faites. Mais je suis très contente avec eux, avec les Herbes Rouges. Je sens que je suis bien accompagnée, puis qu'ils prennent soin de moi, là. Oui, non, c'est vraiment une maison exceptionnelle. C'était pas pour lancer des mauvaises ondes à la maison, vraiment pas. OK. Ah, ben, je suis surprise, mais c'est une belle manière, en fait, de se faire approcher puis de dire, il me semble que ça devrait être un livre. Oui, ben, tu sais, comme je suis pas du milieu de la littérature, je ne savais pas qui étaient les Herbes Rouges ou voilà. Mais je suis contente, ça a été un bon match. T'en as parlé, on en a parlé un peu, on a effleuré cette idée-là de la présence scénique, mais de la voix, je reviens à cette idée de la gorge et de la voix qui veut dire ou qui ne peut pas ou qui tente en tout cas. Tu as parlé aussi de cérémonies, de rituels. Je pense qu'on est là dans aussi un lieu de voix. Et c'est pas une question très précise, mais comment est-ce que ta voix à toi ou celle des autres, comment est-ce que ça contribue vraiment à la création elle-même? Parce que, bon, là, il y avait le rêve qui venait, mais après, il y a aussi la communication qui se fait par le corps, mais aussi par la voix, j'ai l'impression. Ben, je me souviens là, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, chez mon ami Waira, en Amazonie, en Colombie, donc eux, ils font des cérémonies aussi, ils prennent une médecine. C'était ma première cérémonie chez elle, avec sa famille. Et donc, on vomit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le matin, elle m'a demandé si je pouvais chanter pour les aînés dans la communauté, le médecin traditionnel. Donc, j'avais mon tambour, puis on a des chants d'honneur, là. Mais il y a comme quelque chose de nouveau qui est sorti, puis je me suis dit, OK, je vais suivre, je vais improviser. Et quand ma voix est sortie, j'ai eu comme un choc parce que j'ai pas reconnu ma voix. Puis c'était beaucoup plus grave. Ma tonalité était beaucoup, beaucoup plus grave. Puis quand je chantais, mais en même temps, j'étais comme un peu au-dessus de moi. Puis je me disais, on dirait la voix d'une vieille personne, ça sort de moi. J'avais tout ce discours pendant que je chantais. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit pour que j'ai accès à cette voix-là? Est-ce que c'est d'avoir autant vomi? Mais cette expérience, après, il y a comme une mémoire du corps. Puis je remarque que ma voix, avec Okinum, elle a vraiment changé. Elle est devenue beaucoup plus grave aussi. Et je pense que je chante mieux là, depuis, depuis que j'ai eu, Excessivement vomi, depuis que j'ai eu le chantes mieux. cancer. C'est vraiment, mais c'est vraiment vrai. Et il y a un chant aussi que je chante à la fin. Donc, Véronique m'avait aidé à écrire comme une prière ou de remerciement pour Mishamik, le castor, et puis pour ma coucoum. Et je voulais le mettre en musique. Et je travaillais avec une compositrice Anishinaabe Odawa, Barbara Kroll. Elle a un nom autochtone, j'ai oublié son nom.
Et donc, je lui disais, oui, je veux un chant, et j'arrive pas. Puis la première, c'est dans une semaine. J'ai pas encore mon chant, mais je veux vraiment chanter pour. Puis elle m'a dit, ben va à la rivière, tu vas voir, demande à la rivière, dépose du tabac, puis ça va te venir. Et c'est ce que j'ai fait. Et le chant est venu. Et donc, tu sais, ça, c'est devenu vraiment un processus. Aussi, dans Marguerite, aussi, il y a un chant aussi. Et ce chant-là, parce que je suis partie en Martinique sur les traces de Marguerite, j'ai rien trouvé. J'étais à Saint-Pierre et à Saint-Pierre, il y a eu une éruption de volcan terrible, là, la Pélée, qui a complètement détruit la ville, mais qui a recouvert beaucoup de parties de cette région avec de la roche volcanique. Et la roche volcanique, tu sais, il y a un musée du volcan aussi, on voit comme des ciseaux, des grains de riz recouverts de pierres fondues, puis ça conserve complètement la mémoire. Donc, il y avait, en même temps, le volcan a détruit la mémoire, mais il conserve la mémoire autrement. Donc, ça m'a beaucoup inspiré poétiquement, ça. Et j'étais assise sur la roche volcanique, puis là, il y a eu un chant qui m'est venu, donc j'ai commencé à le fredonner. Puis là, je l'ai enregistré sur mon iPhone pour pas l'oublier. Mais c'est devenu après notre chant, comme notre chant d'honneur pour Marguerite, qu'on chante tout ensemble à la fin du spectacle. Donc, je pense que c'est ça, c'est de se connecter aux éléments, puis oui, puis au rêve aussi, puis de donner, puis en retour, on reçoit des chants. Donc la voix, oui, de cette manière-là. C'est difficile de te poser des questions parce qu'on dirait que je voudrais juste être assise là puis être la personne qui écoute. Puis en plus, j'ai pas le droit de prendre vos questions du public, mais mettons que j'écoute pas la consigne là, tu sais, parce que ça se peut pas que vous soyez pas touché par ce qu'on est en train de se dire. Fait que mettons, est-ce que quelqu'un aurait une question que je pourrais redire dans le micro puis on pourrait faire à semblant que c'est ma question puis que j'étais pas juste en train de l'écouter. Personne? Oui. Merci. Je me demandais justement, Émilie, si on était moins en contact avec justement d'autres existences, réalités, ou avec justement les éléments ou la terre ou peu importe la rivière aussi. Par où on commencerait si on veut ouvrir une brèche? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais à partager là-dessus? D'être en contact avec la nature. Oui. De prendre le temps de marcher dans la forêt, d'écouter aussi les oiseaux, d'écouter le chant de la rivière, des rapides. Ouais, je pense que c'est tout simple comme ça. Je veux dire, je pense que toutes les réponses sont dans la nature. Faut observer, puis il faut tout simplement, là. Puis je pense pas que j'ai les réponses non plus, là. Tu vois, j'essaie de me reconnecter moi-même, là, davantage. Mais je suis pas capable, par exemple, de reconnaître tous les différents chants d'oiseaux. Il m'en manque beaucoup, là. Il m'en manque C'est pour vraiment ça que tu as beaucoup. un iPhone pour enregistrer les chants et reconnaître les chants d'oiseaux. Ça aussi, ça aide. Mais, tu sais, effectivement, ce que tu dis, souvent, les gens vont, par exemple, quand ils vont courir, ils vont y aller avec de la musique, alors que quand tu cours sans écouteurs, déjà, tu te rends compte qu'il y a une multitude de choses qui se passent, ne serait-ce que le vent qui passe dans les arbres ou les feuilles qui craquent sous nos pas. Donc, effectivement, et j'ai l'impression, si je peux me permettre d'ajouter, même si la question n'était pas posée à moi, mais de ne pas craindre non plus d'aller à la rencontre de soi. Donc, être avec les éléments, c'est aussi entendre notre chant à nous. Et des fois, on ne veut pas entendre ce qui se passe là, parce que si on entend ce qui se passe là, il faut accepter que ça se passe aussi là, puis là, là. Donc, ça, je pense que c'est... Oui, ben, toi, avec l'eau froide, Oui, tu c'est dois... ça. Mais c'est pas mon entrevue. C'est pas mon entrevue. OK. Je pose une question que j'aime beaucoup poser, qui est une question qui est des fois difficile, donc on peut passer par-dessus.
si rien te vient en tête. Sinon, j'ai une deuxième question. OK? La première est, ce n'est pas vraiment loin de l'idée de renier ou de dire que l'identité autochtone peut être dissociée de qui tu es et de ta pratique, mais reste que souvent, ce que j'entends dans les discours en dehors de la scène, c'est ce sera beau aussi le jour où on ne sera pas nécessairement juste dans un milieu autochtone, mais qu'on va être invité comme des auteurs ou comme des artistes. Je dis avec des gros guillemets parce que je ne le pense pas, mais à part entière, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut défendre chaque fois son identité? Bon, alors, ceci étant mon prélude très maladroit, ma question serait, est-ce que pour toi, il y a un angle mort ou quelque chose qui est très peu souvent mis en lumière ou discuté à propos de ton travail que tu aimerais peut-être qu'on suive cette piste-là et qu'on la creuse? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, à ça, tiens, j'aimerais qu'à un moment donné, quelqu'un me pose une question là-dessus et ce serait peut-être le moment de commencer maintenant à en parler? Je sais pas si j'ai... mais tu sais, oui, c'est vrai, toutes ces questions-là, mais tu sais, juste d'être ici, à ce Salon du Livre, avec des auteurs autochtones, c'est tellement précieux. Moi, j'ai besoin de ces espaces-là où il n'y a que des artistes autochtones, où c'est la communauté autochtone. Il y a une autre façon d'interagir, d'être. Moi, ça me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai besoin de ces espaces-là aussi, où c'est cantonné, juste autochtone. Ça me nourrit beaucoup, ouais. Je trouve ça très beau comme réponse de dire ce entre nous est encore et sera toujours fort probablement nécessaire. Ouais. Très platement, en entrevue, pas que toi, mais beaucoup de femmes artistes de ta génération-ish, là, un peu avant, un peu après, vont souvent parler vont souvent, à un moment ou un autre d'une entrevue, évoquer la crise d'Oka comme étant un moment déterminant dans l'existence autochtone au Québec contemporain. Et comment est-ce que ça s'est manifesté ou comment, même encore hier, tu en as discuté, je pense, où tu l'as évoqué, la crise d'Oka, comment elle a bouleversé les rapports, en fait, qu'on a et ce qu'on peut faire pour peut-être aider à non pas en revenir, parce que non, mais traverser ça vers autre chose. Oui, ben c'est sûr que ben, tu sais, j'étais jeune aussi à l'époque, là, mais oui, ben, c'est quand même un tournant dans la vie de plein de personnes autochtones. Je veux dire, pour nous, ça a été, dans ma famille, tu sais, ça ouvre une porte pour des conversations aussi qu'on n'avait peut-être pas forcément de cette façon-là avant. Mais je pense qu'il y en a, tu sais, il y en a tout le temps des événements comme ça à chaque... tu sais, il y a eu I Don't Know More aussi, plus récemment aussi, qui a eu un impact, je pense, sur beaucoup de gens, puis les nouvelles générations. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a... Je veux dire, il y a la crise d'Oka, mais c'est dans une continuité d'événements qui ont lieu tout le temps. Je suis très proche d'une artiste visuelle qui s'appelle Glenna Matouche. Et on parlait justement, tu sais, parce qu'on parlait beaucoup avec I Don't Know More de la résurgence autochtone, des arts autochtones. Puis elle me dit, tu sais, on avait ça aussi avant, il y a 20 ans, le Red Power dans les années 90 aussi. Puis moi, j'en avais jamais vraiment entendu parler non plus. Puis avant les années 90 aussi, je pense à Willie Mitchell ou tu sais, tous ces chansonniers qui ont été tellement importants aussi. Donc, il y a eu, tu sais, avec la Macasa aussi. Donc, tu sais, je pense qu'il y a le Collège Manitou, il y a un besoin d'inscrire ces moments dans l'histoire aussi pour de voir que, ben, un, l'histoire se répète, puis deux, les luttes sont toujours, elles partent pas de nulle part. On est un maillon dans une chaîne, puis on lutte aujourd'hui aussi peut-être de façon plus visible ou vocale, où on est peut-être plus entendu. Enfin, je mets des guillemets aussi parce que c'est peut-être la société civile, en tout cas. Je ne sais pas si les gouvernements ont vraiment changé, mais ça s'inscrit parce qu'il y a des gens qui ont lutté avant nous aussi. Donc, je pense que la crise d'Oka, c'est... ben, pour moi, Hélène Gabriel, c'est un modèle
un grand modèle pour moi. Puis j'ai eu la chance de travailler avec elle à l'Association des femmes autochtones du Québec. Mais donc voilà, donc tu sais, je pense que ça a été, oui, ça a été très inspirant aussi, même si ça a été difficile aussi, mais je pense que avant tout, c'est ce feu-là qui m'anime. Puis c'est le même feu pour Marguerite, en fait, Ce que j'allais dire, il n'y a pas que Marguerite qui a le feu. Avant qu'on se laisse, c'est que vous ayez la chance à votre tour de ne plus être gêné et d'aller parler avec Émilie de l'autre côté de la rue lorsqu'elle sera en dédicace. J'ai envie de revenir à ce que Jenna disait hier sur scène, que c'est pas pour elle qu'elle écrit, qu'à la rigueur, c'est pas non plus pour la communauté actuelle, mais c'est pour ses petits-enfants, c'est pour les générations à venir. Norma. Oui, pardon, j'ai dit Jenna. Norma, oui, pardon. Merci beaucoup. Pour qui, pourquoi, comment, pour qui tu crées, toi, qu'est-ce que tu souhaites, qu'est-ce que tu souhaites léguer ou qu'est-ce que tu mets dans le monde? Est-ce que tu sais à qui ou... Non, peut-être pas encore. Je pense que là, c'est... Ben, tu sais, je suis contente que ça ait un impact. Tu sais, je pense que c'est important aussi avec les jeunes, là. Quand un jeune m'approche et qu'il a besoin de soit de mentorat ou d'avis, je vais toujours dire oui parce que ben, un jeune autochtone parce que c'est important. Tu sais, des fois, j'ai l'impression de moi-même être tellement en début de tout ça que ça me fait toujours bizarre de voir qu'on peut être un modèle pour d'autres. Mais si les gens viennent à nous, je pense ça fait partie de notre responsabilité aussi d'appuyer puis de contribuer à ça. Ça fait du bien aussi de faire ça, non? Mm-hmm. Émilie Monet, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, ta sensibilité aussi. C'est toujours très bouleversant, je trouve, t'entendre et te rencontrer. Et je souhaite que plus de personnes, toujours, pourront aller à la rencontre de ton œuvre et de toi-même. Merci beaucoup. Merci à toi. Et donc, je n'ai même pas le droit de prendre votre question, Michel. Il est trop tard. Va falloir le dire hors scène. En mon nom et au nom du salon, bien sûr, je vous remercie d'avoir été présente et présent. Je vous invite à traverser la rue au Morin Center, de l'autre côté, où il y aura Émilie et d'autres artistes et auteuristes qui sont en dédicace toute la journée. Il y a la foire du livre. Il y a un super workshop aussi à 11h avec Walter Scott autour de comme l'ABC des comics. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous encore à 14h30 pour la grande rencontre avec Natacha Canepa-Fontaine, mais sinon à 11h30 ici. Donc, vous avez le temps d'aller faire un tour, de revenir, de trouver que ça sent bon dehors, que c'est merveilleux l'hiver. Et donc, une rencontre animée par Julia Caron avec, en fait, c'est une rencontre avec Angela Sterritt qu'on a eu la chance d'entendre hier d'une intelligence fulgurante. Je vous souhaite d'être à cette rencontre. À tout de suite. Merci, Miigwech.